Bon, voilà, je On pense tape que pour la c'est... commission. OK, Arthur, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Parfait. Donc, il est précisément 18h30. Je vais ouvrir la conférence et introduire nos intervenants. Bonsoir. C'est la dernière conférence de notre cycle annuel jeudi de la concurrence. Elle intervient ce soir au plein milieu d'une semaine que nous avons consacrée aux questions européennes dans notre programme. Et nous sommes allés à la rencontre virtuelle cette année, et non pas physique, d'une quantité d'intervenants politiques, juristes, lobbyistes de Bruxelles. Et au cours de cette semaine, nous avons croisé les questions liées à la concurrence, au numérique, aux plateformes, à l'intelligence artificielle. Mais ce soir, nous allons centrer le débat précisément sur ces questions des plateformes, de liens, des problématiques spéciales qu'elles posent en droit de la concurrence. Et nous allons le faire comme d'habitude en partenariat avec la Fondation Robert Schuman, qui soutient ce cycle de conférences, avec la revue Concurrence également, et en lien avec le cabinet Linklaters qui nous aide à organiser ce cycle de conférences. Alors ce soir, je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir deux jeunes chercheurs de haut niveau avec nous, que je vous présente très vite. Tout d'abord, Aurélien Portuez, qui est mon collègue, professeur de droit, qui a enseigné longtemps à l'Université St. Mary's, qui est notre université partenaire, et qui a rejoint entre-temps, depuis qu'on l'a entendu l'année dernière, un institut américain, qui est un institut, un think tank en fait, dédié aux questions des technologies de l'information. Donc c'est l'Information Technology Foundation, et à l'intérieur de laquelle Aurélien a la responsabilité de diriger tout ce qui concerne l'antitrust et les politiques de l'innovation. Donc, bienvenue à nouveau à Aurélien Portuez, qu'on se réjouit d'entendre dans quelques minutes. Et nous accueillons également pour la seconde fois, un jeune chercheur qui s'appelle Thibaut Schreppel et que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est toujours professeur assistant à l'Université d'Utrecht, mais qui a également des attaches à l'Université de Stanford, où il a créé un centre qui s'appelle Codex, avec un projet assez extraordinaire, puisqu'il a regroupé de très nombreuses autorités de concurrence pour travailler autour du computational antitrust. Voilà, donc ça dit bien les angles particuliers d'intérêt de Thibaut. Il se trouve qu'en plus, Thibaut a été nommé il y a à peine une semaine membre du conseil scientifique du CSA, et donc nous sommes très heureux de le féliciter pour cette nomination. Et puis une dernière chose, c'est quand même important de le dire dans cet univers où beaucoup travaillent intensément. Thibaut Schreppel c'est le chercheur qui a eu le plus grand nombre de téléchargements pour ses articles en droit de la concurrence. Ça méritait d'être dit. Alors, on va en fait ce soir, dans un premier temps, écouter Thibaut Schreppel qui va nous aider à bien discerner sur notre sujet ce qu'il faut entendre par tout ce qui est le lien entre plateforme numérique et concurrence et les différentes acceptions que ces problématiques peuvent prendre en droit de la concurrence, et donc clarifier un petit peu les enjeux de ce sujet qui est complètement foisonnant. Je ne vais pas entrer dans plus de détails pour ne pas être plus long, mais vous voyez très bien tous qu'on attaque le sujet des plateformes tant sous l'angle fiscal que sous l'angle technologique, que sous l'angle des abus de position dominante. Bref, il y a beaucoup à dire et il y a besoin de mettre un petit peu d'ordre aussi. Et puis, dans un second temps, très vite après, c'est Aurélien qui prendra le relais sur le Digital Market Act, qui est précisément une tentative européenne de remettre un petit peu en ordre les choses sur ces sujets. Je m'efface et je donne la parole à Thibaut Schreppel. Merci Thibaut. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est toujours un plaisir, Philippe, d'être ensemble, si on peut utiliser ce mot-là, même malgré le fait qu'on
communique aujourd'hui à travers un logiciel. J'espère qu'on aura l'occasion d'être ensemble pour de vrai très rapidement, mais j'en doute pas. J'ai simplement une toute petite rectification, mais qui est tout de même importante, qui tient au fait que je ne suis pas le créateur de Codex, qui est un centre qui a été créé il y a au moins une quinzaine d'années à ma connaissance, et qui est une création de la faculté de droit de Stanford et la faculté d'informatique, ce qui est assez unique. Et le directeur du centre est Roland Volg, pour qui je suis très reconnaissant, puisque c'est lui qui m'a invité pour créer un projet au sein du centre qui effectivement s'appelle Computational Antitrust. J'en parlerai très rapidement aujourd'hui, mais si vous avez des questions, bien entendu, c'est avec plaisir. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de mon intervention. Cela étant dit, et puis je suis toujours aussi très heureux d'être avec Aurélien, avec qui on a des contacts plus que très réguliers. Donc je suis très impatient d'entendre ce que tu as à dire, Aurélien, sur le DMA. Mais donc avant ça, je vais partager mon écran avec vous. Ça devrait fonctionner, super. Je me suis dit effectivement, donc on s'est un peu réparti les rôles. Alors pour commencer, soyez pas étonnés du fait que la présentation soit en anglais. J'étais pas certain de la langue pour ce soir. Donc je parle en français et mes slides sont en anglais. Si certains ne sont pas clairs, une fois encore, n'hésitez pas à me poser la question. Ce que je disais donc, c'est qu'on s'est un peu réparti les rôles avec Aurélien. Je veux simplement très rapidement vous parler du DMA, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Et je suis sûr qu'Aurélien va vous parler de l'article 5 et 6, qui sont absolument fascinants. Je veux pas vraiment rentrer là-dedans, mais simplement pour dresser le portrait des problématiques que l'on a devant nous. Et ensuite, je voudrais insister sur un point qui pourrait paraître être un point de détail, mais qui, à mon sens, ne l'est pas, qui est d'essayer d'avoir une approche un peu plus granulaire des plateformes et de faire une distinction entre certaines qui sont effectivement des plateformes et d'autres plateformes qui sont peut-être autre chose. Et je voudrais vous expliquer l'importance pour le juriste, d'autant plus en droit de la concurrence, d'être précis et de ne pas englober TikTok, Clubhouse, Windows et Apple dans le même sac. Donc, très rapidement sur le DMA, mais une fois encore, Aurélien va vous en parler, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans l'article, en page 8 du DMA, quelle est finalement la raison pour le DMA. Et la Commission européenne nous dit qu'en réalité, il y a trois éléments différents. Le premier, c'est que potentiellement, parfois, elle veut s'attaquer à des entreprises qui ne sont pas en position dominante, et avec le droit de la concurrence, elle ne peut pas le faire. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que parfois, elle n'arrive pas à démontrer les effets néfastes de pratiques, et elle aimerait quand même pouvoir les interdire, ou en tout cas les moduler. C'est le deuxième. Et le troisième, c'est que la Commission nous dit ça va trop vite. Et d'ailleurs, on a eu depuis plusieurs interventions publiques qui effectivement confirment que la Commission a un DMA, maintenant en tout cas le propose, parce que les marchés vont trop vite. Donc ce que je voudrais faire dans mon intervention ce soir, c'est d'évoquer très rapidement ces 3 points. Je vais commencer avec le point numéro 1, qui en réalité tient donc au problème de la structure des marchés, puisque la Commission nous dit que les positions dominantes, finalement, ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est le fait d'être un gardien sur un marché. Simplement là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant le DMA, on était dans un monde dans lequel on avait la Commission européenne qui nous parlait toujours de quelque chose de très micro. Elle disait telle pratique est mauvaise pour le consommateur. Et d'un autre côté, les gens de l'Internet qui, eux, avaient un discours très macro. Ils disaient, OK, peut-être que la pratique est mauvaise, mais en tout cas, dans l'ensemble, on bénéficie à l'économie. Et avec le DMA, la Commission européenne se met au niveau des entreprises de Big Tech, puisqu'elle dit que d'un point de vue macro, ils réduisent la concurrence, l'innovation, mais une fois encore, je laisse à Aurélien le soin et le plaisir d'évoquer ces questions-là. D'un point de vue macro, simplement, un point sur lequel je voudrais insister, et en réalité, la chose sur laquelle je veux insister, c'est ça que vous voyez ici, c'est que ce que le DMA, à mon sens, n'évoque pas, et c'est problématique, c'est une concurrence que feraient des produits ou services qui sont non substituables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, elle a été publiée en janvier pour la première fois. En réalité, toutes ces images-là qui apparaissent à l'écran n'existent pas. Elles résultent simplement d'une technologie qui est développée par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui en l'occurrence a été rachetée il y a très peu par Microsoft. Et donc c'est une technologie qui s'appelle DALL-E, c'est un jeu de mots entre Dali, le peintre, et Wall-E, le film Pixar. Et en réalité, ce que vous faites, c'est que vous tapez une phrase, et le système qui fonctionne sur une base de machine learning va générer des images. Et ici, le test était de dire je veux des citrouilles bleues qui apparaissent sur un mur.
Et vous voyez que des images sont générées de façon gratuite. Et la question que je pose, c'est est-ce que si je peux accéder à ce service, est-ce que vraiment je vais continuer d'acheter des images sur Getty Images à un prix de 450 euros? La question se pose. Et donc, ce qu'on voit, c'est que des services qui sont non substituables se font concurrence. Et c'est à mon sens ce qui manque dans le DMA. Je voulais simplement le mentionner, mais une fois encore, ce n'est pas vraiment le sujet de mon intervention ce soir. Le troisième point, c'est celui de la vitesse, et je me suis quand même senti obligé d'en parler un tout petit peu, du projet effectivement que Philippe mentionnait en introduction. Il me semble que effectivement, on ne peut pas dénier le fait que les marchés liés aux nouvelles technologies aillent très vite, que les entreprises impactent pour certaines le monde entier, qu'il soit très difficile de détecter les pratiques. C'est une réalité. Quand on voit aux États-Unis qu'on a une affaire contre Google et que les juges nous disent ah ben, on n'a qu'à la programmer pour l'été 2023, à mon sens, il y a quand même un problème là d'une décorrélation entre le temps de la justice et du marché. Et il me semble qu'on a deux solutions face à ça. Soit on abandonne. Si on abandonne, on a deux sous-solutions. On dit eh bien, on n'a qu'à laisser faire le marché, le droit à la concurrence ne s'applique pas, eh bien, c'est pas grave, on n'a qu'à ne plus jamais l'appliquer. Première solution. Certains le défendent. Ou on fait le DMA. C'est-à-dire, on dit écoutez, ça va trop vite, donc on fait une régulation ex ante. La deuxième solution, c'est qu'on ne baisse pas les bras et qu'on essaie de développer ce que dans le projet on a appelé computational antitrust, c'est-à-dire d'utiliser les outils computationnels, donc des outils informatiques, pour améliorer les autorités de concurrence, mais aussi par ailleurs les capacités de compliance des entreprises. Donc, comme vous le voyez ici avec Georges Costanza, je vote pour computational antitrust. Et je voulais simplement donc mentionner le projet et vous donner le lien si ça vous intéresse. Et mentionner, et ça c'était pour moi une surprise, je dois le dire, mais aussi un grand plaisir de voir que lorsque j'ai contacté les autorités de concurrence, à ce jour, 54 d'entre elles ont accepté de faire partie du projet et de coopérer avec nous en nous envoyant des insights sur ce que ces autorités font de leur côté. Donc, le problème de la vitesse du marché n'est pas finalement irréductible et on peut y faire quelque chose. Cela étant dit, j'ai parlé du point numéro 1, du point numéro 3, mais très peu du point numéro 2, qui est celui d'essayer de comprendre les pratiques. Et c'est là où je veux en arriver à ma distinction entre ce qui sont, à mon sens, mais je vais essayer de vous en convaincre, des plateformes, et ce qui n'en sont pas. Donc, de façon un peu provocante, à peine, j'ai intitulé mon discours ce soir le plateforme économie n'existe pas. Et ce que je veux maintenant vous présenter, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plateforme, en tout cas au sens générique. Donc, point numéro 2, ce que je dois dire, c'est que ce que je vais vous dire, ça a été publié dans un article que vous pouvez accéder en libre accès à un journal d'Oxford il y a quelques semaines de cela. Donc, n'hésitez pas, si vous préférez avoir un support papier, à vous reporter à cet article. Si vous préférez des photos et des images, vous pouvez rester avec nous et je vous encourage à le faire, ne serait-ce que pour écouter Aurélien qui va me succéder. Ce qu'on sait, et ça, je pense que personne ne va le contester, c'est qu'effectivement, dans l'économie numérique, on a des marchés bifaces. Ce n'est pas nouveau. On le présente toujours comme étant quelque chose d'absolument révolutionnaire. En réalité, on peut dire qu'un supermarché, c'est finalement une plateforme, au sens où on l'utilise, c'est-à-dire des producteurs qui viennent mettre des produits, des acheteurs qui viennent les acheter. Des journaux papier sont aussi des plateformes, alors dans ce sens, puisque des gens font de la publicité dessus et d'autres l'achètent. On a d'ailleurs une très vieille jurisprudence aux États-Unis qui parle de ce problème. Mais il est vrai que dans l'économie numérique, ce phénomène de marché biface est amplifié et occupe de plus en plus un point central dans nos transactions. Et ce qu'on fait en droit de la concurrence, et je suis vraiment ici pour jeter la pierre à personne, puisque moi, y compris, j'avais finalement cette facilité d'appeler tous les intermédiaires des plateformes. C'est ce que j'ai fait dans mes travaux de thèse, puisque effectivement, quand ils apparaissent, on a besoin de mettre un nom dessus et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il me semble qu'on est maintenant arrivé à un point où on comprend un peu mieux le business model de ces plateformes, et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus granulaire. Et donc, ce que je veux détailler maintenant, c'est pourquoi tous ces intermédiaires au milieu de ces marchés bifaces ne sont pas des plateformes. Donc, pour cela, je veux quand même commencer en vous expliquant ce que j'entends et ce que certains dans la science économique et de management entendent par plateforme. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est paru il n'y a pas très longtemps sur Netflix. C'est un film qui est OK. Mais la raison de ce pourquoi je vous parle de ce film, c'est
c'est parce que dans l'affiche même du film, on voit effectivement une plateforme. C'est une histoire vraie d'un Italien qui a construit cette plateforme à quelques centaines de mètres de la côte d'une ville italienne. Et puisqu'il était dans des eaux internationales, il disait que le droit international ne s'appliquait pas à lui. Je ne suis pas là pour vous faire la critique de ce film, mais simplement, effectivement, pour illustrer ce qu'est une plateforme. Et là, pour faire mon professeur de droit très classique, je m'en reporte à mes dictionnaires poussiéreux. Et si on regarde l'apparition du mot plateforme, on voit que ça apparaît a priori en 1434. Et on l'a toujours, finalement, ces deux parties du mot sont toujours visibles dans le mot tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Il y a un côté plat et l'autre côté forme qui veut donc dire une forme. Et donc, la définition à l'époque, c'est une surface plate sur laquelle on peut mettre effectivement une forme, c'est-à-dire construire quelque chose. Cette définition existe toujours dans notre dictionnaire de la vie de tous les jours, sauf qu'elle a été complétée puisque désormais le mot plateforme, en tout cas dans notre langage quotidien, veut dire donc une surface plate sur laquelle on peut construire quelque chose ou opérer quelque chose qui existe déjà. Si on transfère ça au milieu digital et à notre grand droit de la concurrence, on se retrouve effectivement avec des plateformes que j'illustre ici à l'écran, l'OS X d'Apple, Windows le système d'exploitation Windows, le système d'exploitation Android, Facebook Developer, Shopify et AWS qui est le service cloud de Amazon. Effectivement, chacune de ces plateformes permettent à des développeurs de développer des services ou applications sur la base du code qui est fourni par ces géants de l'Internet. Donc, on a effectivement affaire à une plateforme. Je peux, si je veux, développer un logiciel qui fonctionne sur Windows, sur Mac, etc., etc. Je reviendrai ensuite sur l'utilité de cette distinction, mais d'abord, je veux expliquer donc quels sont ces autres géants de l'Internet ou startups qui ne sont pas des plateformes. Et à mon sens, on pourrait les appeler agrégateurs, puisqu'il me semble que c'est effectivement ce qu'ils font sur le marché. Donc la question est, qu'est-ce qu'un agrégateur? Je m'en retrouve une fois encore à mon langage latin, ça vient du mot du latin aggregare, qui veut dire amener ensemble. Et donc un agrégateur, c'est finalement un système, ou en tout cas une façon de faire, qui rassemble des informations qui généralement existent déjà, et qui les combine d'une certaine façon pour ensuite les rendre disponibles au consommateur, à l'utilisateur, d'une façon qui soit utile. Donc ça, c'est la définition d'agrégateur. Si je la transpose dans notre milieu digital, on se retrouve effectivement avec un grand nombre d'agrégateurs. Google, qu'est-ce que fait Google? Il scanne l'entièreté du web et lorsque j'entre des mots-clés, il me donne des résultats d'une façon utile. Je vais y revenir. Pareil pour Facebook, pareil pour Netflix. Je prends des millions de films et quand je tape un mot-clé, il me fait une sélection. Uber, Airbnb qui fait ça avec des appartements ou Amazon.com. Ce que vous voyez déjà, c'est que j'ai mentionné 2 fois Amazon. Amazon en tant qu'agrégateur, c'est effectivement lorsque je vais acheter un produit sur amazon.com ou .fr, mais également AWS qui est une plateforme. Ce qui veut donc dire que pour certaines entreprises, elles peuvent combiner plateforme et agrégation, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc au final, on se retrouve avec, en tout cas de mon point de vue, le constat suivant, c'est que le droit des plateformes n'existe pas plus que n'existe le droit du cheval ou le droit du transport, mais finalement, il faut essayer de rentrer d'une façon un peu plus granulaire dans ce qu'on entend par plateforme, ou en tout cas dans ces intermédiaires digitaux. Cela résume ce que je viens de vous dire. Si je m'en retrouve maintenant, je me reporte à nos DSA et DMA, Digital Services Act et Markets Act. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on combine ces deux textes, le mot plateforme apparaît 667 fois. Alors ici, en faisant du Natural Language Processing très basique, vous avez un organigramme et vous voyez effectivement que c'est absolument central. Tous ces deux textes sont bâtis autour de l'idée d'une plateforme. Et d'ailleurs, le DMA le dit, c'est marqué noir sur blanc, il y a 10 000 plateformes en ligne dans l'espace européen. Et ce que je voudrais discuter dans les 5 minutes, les 5 minutes ou 6 minutes qui me restent, c'est quelle est l'utilité de cette distinction? Parce que pour l'instant, effectivement, créer des distinctions, ça en tant que juriste, on sait bien le faire. Mais ensuite, discuter de l'utilité, c'est peut-être un sujet un peu plus délicat,
puisqu'il serait malheureux d'introduire une distinction simplement pour le plaisir de le faire. Donc la question est la suivante: pourquoi est-ce que la distinction que j'ai introduite entre plateforme et agrégateur est importante? À mon sens, elle l'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour comprendre les choses. Alors là, on n'a pas le temps et ça serait d'ailleurs fascinant d'essayer de voir comment les travaux des linguistes pourraient informer les juristes. Mais si je veux être un peu plus terre à terre, une chose que je veux vous dire, c'est que effectivement, il est concevable qu'on utilise dans notre langage juridique et dans notre langage de la vie quotidienne un même mot pour des significations différentes. Et ça, en soi, ce n'est pas problématique. Si je prends un exemple, on a ces deux magnifiques chiens qui sont en réalité le même chien, et on sait bien que un chien dans notre langage quotidien, bah, c'est un animal, mais par contre, si on regarde d'un point de vue de droit des biens, en droit français, un chien, c'est une propriété. Et pourtant, on utilise le mot chien, et finalement, le fait qu'il y ait deux significations différentes ne pose pas problème. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si on utilise un même mot, on a tendance à assimiler les deux acceptions de ce mot, et donc en cela, ça peut créer un problème, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc je sors un peu de mes considérations philosophiques et j'en arrive maintenant à quelque chose de très concret, à notre droit de la concurrence. Pourquoi est-ce que donc il faudrait que dans le langage quotidien, on continue de dire plateforme pour tous les gens de l'internet, mais que nous, juristes, nous distinguions entre plateforme et agrégateur? La raison est la suivante: le business model est non seulement différent, mais il est presque finalement opposé entre ces plateformes et ces agrégateurs. Si on regarde bien ce qui se passe dans une plateforme, on a donc, une fois encore, deux phases du marché. D'un côté, la phase des développeurs, et de l'autre côté, la phase des utilisateurs. Pour la phase des développeurs, il est possible qu'elle soit plus ou moins fermée. Apple a tendance à la fermer, tandis que Google a tendance à l'ouvrir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur la phase des utilisateurs, il faut qu'elle soit le plus ouverte possible. Si je vous dis: «Est-ce que tu veux acheter mon ordinateur?» Tu ne peux mettre aucun logiciel dessus, votre intérêt à l'acheter est probablement très réduit. En revanche, pour les agrégateurs, la chose est différente puisque du côté de ceux qui donnent l'information, il faut que ce soit le plus ouvert possible. Google, si je prends cet exemple, veut scanner tout le web et pas simplement 50% du web. Mais en revanche, lorsque Google va trier l'information, il veut la trier et éliminer la plupart de cette information, ou en tout cas la classer d'une certaine façon. Donc le contenu terroriste, le contenu pornographique, etc., Google peut vouloir finalement l'écarter. Donc on voit que finalement l'ouverture est différente. Mais si je veux être, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Si je veux être un peu plus précis, je voudrais attirer votre attention, et ce n'est pas la seule utilité de cette distinction, mais à mon sens, c'est l'utilité principale, sur le concept de choix offert aux consommateurs. Du côté plateforme, ce que l'on voit, c'est qu'une plateforme est finalement dans le business d'offrir le plus de choix possible aux consommateurs. Il faut que lorsque j'achète un ordinateur, je puisse mettre tous les logiciels que je souhaite. En revanche, l'agrégateur est précisément dans le business model inverse, il réduit le choix du consommateur. Et c'est la façon qu'il a de réduire le choix qui est finalement utile au consommateur. Une fois encore, 32 millions de résultats, lorsque je tape droit de la concurrence sur Google, j'ai pas envie d'éplucher les 32 millions de résultats. Je veux que Google me donne le meilleur résultat. Pareil, quand je suis sur Airbnb, je veux le meilleur appartement au prix le moins cher. Et donc, finalement, on est dans un business model de réduction du choix au consommateur qui égale augmentation de son bien-être. Et donc, j'en arrive là à notre fameux droit de la concurrence en 2-3 minutes. Et ce que je voudrais faire ici, c'est prendre deux décisions que vous, a priori, vous connaissez, mais de toute façon, je suis heureux de les réexpliquer, qui sont la décision Google Shopping devant la Commission européenne et la décision Android, et essayer de voir si notre distinction plateforme-agrégateur aurait un impact sur ces décisions. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que le postulat est le suivant. La Commission nous dit « tout est une plateforme ». Ce qu'on voit dans la décision Google Shopping, c'est que la Commission nous dit, et elle l'écrit noir sur blanc à plusieurs reprises, qu'une réduction du choix du consommateur est égale une réduction de son bien-être et donc une violation au droit de la concurrence. Il me semble que de ça, on peut en tirer deux conséquences distinctes l'une de l'autre.
Soit la Commission européenne nous dit que le business model d'un agrégateur qui, une fois encore, réduit le choix est illégal, puisque par définition, ils réduisent le choix, donc ils réduisent le bien-être du consommateur. Ça me semble quand même douteux. Je ne pense pas que la Commission veuille dire que Google et Amazon et Facebook soient illégaux en eux-mêmes. Soit elle nous dit que c'est la façon de réduire le choix qui peut être anticoncurrentielle. Mais pour cela, effectivement, on le conçoit. Si Google réduit le choix, non pas pour nous fournir le meilleur résultat, mais pour protéger ses propres intérêts ou pire encore, éliminer des concurrents, on voit bien effectivement que c'est une pratique anticoncurrentielle. Mais cela nécessite un contrefactuel, c'est-à-dire la Commission européenne qui nous dit voilà comment aurait été le choix sans votre pratique anticoncurrentielle et voilà quelle est la qualité du choix. Il y a une disparité entre les deux, donc la pratique est anticoncurrentielle. Or, dans la décision Google Shopping, la Commission ne fait pas le contrefactuel, puisqu'elle assimile simplement une réduction du choix à une réduction du bien-être du consommateur. Or, l'histoire est un peu plus compliquée. Et si je m'en remporte à la décision Android, là, pour le coup, c'est différent, puisque Android est bien une plateforme. Donc là, effectivement, supposer qu'une réduction du choix égale réduction du bien-être du consommateur fait plus sens, puisque c'est précisément en augmentant le choix que les plateformes augmentent le bien-être du consommateur. Cela étant dit, à mon sens, ça ne devrait pas dispenser les autorités d'apporter un contrefactuel pour renforcer leur analyse économique, mais j'entends plus facilement effectivement cet argument de réduction du choix est égal réduction du bien-être et pourquoi pas une charge de la preuve sur les épaules de l'entreprise. La dernière chose que je veux vous dire, c'est regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes affaires en Europe et aux États-Unis. En Europe, on a l'appel dans la décision Google Shopping, puis il y aura celui d'Android et d'AdSense. On a des enquêtes en cours contre Apple App Store, contre Amazon.com. Ce sont tous des agrégateurs. Donc, une fois encore, il sera intéressant de voir comment ce critère du choix sera analysé par la Commission européenne dans ces affaires. Aux États-Unis, c'est pareil. Si on regarde les affaires contre Google.com, Facebook, Epic Games contre l'Apple Store, contre le Google Play, on a affaire une fois encore uniquement à des agrégateurs et on n'a aucune affaire contre des plateformes, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation ou des systèmes de développement. Donc, mon appel finalement, si je devais résumer en une phrase, c'est de regarder au microscope quel est le business model, de ne pas se contenter de plaquer une définition de plateforme, et si vraiment on tient à n'utiliser qu'un mot de plateforme, il faudrait alors être au courant du fait que certaines plateformes réduisent le bien-être du consommateur, ou plutôt augmentent le bien-être du consommateur en réduisant le choix, mais il me semble plus clair d'utiliser deux vocables différents pour deux réalités qui sont différentes. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Et une fois encore, merci beaucoup Philippe pour l'invitation. Je suis très impatient de vos questions et de la présentation d'Aurélien juste avant. Merci beaucoup Thibaut, c'est extrêmement brillant, c'est très riche et je suis certain que les plus jeunes de nos auditeurs auront de nombreuses questions, mais tout de suite, sans plus perdre de temps, Aurélien, sur les initiatives de la Commission européenne, en particulier de Thierry Breton, mais pas lui seul, sur le DMA. C'est à Aurélien. Merci Philippe. Alors moi, j'ai pas fait de slide, donc mon propos il va être un petit peu plus libre et un peu direct. Donc mon propos il va s'organiser autour de 3 points principaux. D'abord, pourquoi une régulation du Digital Market Act, le DMA, au niveau européen? On va voir que mon propos va dire que cette régulation n'atteint pas les objectifs louables qu'elle s'est fixés et n'atteint même pas les objectifs moins louables qu'elle s'est fixés. Deuxièmement, mon propos va tenir sur la notion de gatekeeper, de contrôleur d'accès. En quoi cette notion est en soi un petit peu floue et doit être précisée enfin, dans les réformes qui sont en cours d'ailleurs au Parlement européen. Et enfin, sur les obligations évidemment du DMA, article 5, l'article 6, on va voir les risques encourus par ces obligations, en tout cas par leur cumul et le nombre et la relative imprécision de ces obligations. Donc, d'abord, pourquoi la régulation? La régulation du DMA, elle vient dans l'objectif de réaliser le marché unique européen. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord que c'est un objectif louable. Ce qui manque au marché numérique, au marché digitaux, c'est essentiellement la taille.
On sait que notre marché domestique sont beaucoup trop petits et qu'il nous faut une taille critique, une taille suffisante au niveau européen pour pouvoir concurrencer d'autres entreprises numériques au niveau mondial. Donc, le vrai problème, c'est le problème de la fragmentation des marchés digitaux au niveau européen. Et en ça, on sait l'objectif. Et le problème, c'est que cette régulation, Digital Market Act, n'adresse pas du tout ce problème-là. C'est-à-dire qu'on veut réaliser le marché unique européen, mais il n'est pas du tout question de limiter la capacité des régulations nationales à fragmenter ce marché unique digital. Il est clairement écrit dans le Digital Market Act qu'on veut une régulation au niveau européen afin de ne pas avoir les 27 régulations nationales. Mais rien n'est fait pour déjà enlever les barrières réglementaires actuelles. Donc, en soi, c'est inopérant, mais surtout, d'avoir le Digital Market Act n'empêche pas l'adoption future de réglementation européenne, de réglementation nationale. Et ce qui est déjà le cas avec l'Allemagne, puisque le mois dernier, ils ont adopté des modifications de leur droit de la concurrence en plus du DMA. Donc, on est déjà dans une fragmentation du marché unique européen qui était déjà fragmenté. Donc là, il y a un vrai problème en fait de réaliser le marché unique digital ou numérique, comme on l'appelle. C'est-à-dire que l'objectif louable n'est pas atteint, mais surtout, il est renforcé par des initiatives nationales qui vont encore plus fragmenter le marché unique européen. Donc ça, c'est vraiment problématique. Le deuxième point, il suffit de voir déjà d'un point de vue des balances commerciales. L'Europe a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. Ça, dans tous les produits, sauf le domaine digital, le domaine numérique. Et il faut voir aussi le point de vue de nos amis américains. Ils disent, avec tout ce qu'on entend parler sur la souveraineté numérique, la souveraineté digitale, en fait, cette régulation vient compenser un déficit commercial. Et donc, on est déjà sous le flanc de la critique, de la suspicion de protectionnisme. Et on voit déjà un certain nombre de réactions dans ce sens-là. Vous régulez le domaine, le seul, unique domaine dans lequel vous affichez un déficit commercial. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on entend la présidente von der Leyen appeler pour un pacte transatlantique technologique, ce qui est tout à fait louable. Mais ce pacte transatlantique technologique part sur la base d'accusations, de suspicions de protectionnisme de la part de l'Europe. Et on peut réguler la concurrence digitale sans prêter au flanc de la critique d'une suspicion de protectionnisme, et je vais y venir dans une minute. Et cette suspicion de protectionnisme, en fait, elle est encore beaucoup plus claire quand on lit l'impact assessment, enfin, les travaux préparatoires au Digital Market Act, où là, clairement, explicitement, la Commission européenne, en tout cas les services de la Commission européenne, écrivent que le Digital Market Act s'appliquera seulement aux entreprises américaines et chinoises. Il y a un passage où c'est clairement écrit, et ce sont les entreprises américaines et chinoises. On verra que ce n'est pas si clair et que ça s'appliquera aussi à des entreprises européennes, et notamment Bookings.com qui commence à s'en inquiéter. Mais quand vous écrivez ça aussi clairement qu'une régulation européenne est faite pour des entreprises étrangères, enfin pour sanctionner ou en tout cas pour réguler des entreprises étrangères pour le bien des entreprises plutôt de taille moyenne sur son propre sol, là, il y a encore plus en risque de suspicion de protectionnisme. Ensuite, combien d'entreprises vont être touchées? Les travaux préparatoires du Digital Market Act ont proposé 3 fourchettes. Il y avait une fourchette basse qui aurait touché, vis-à-vis des critères quantitatifs, qui aurait touché à peu près 5 entreprises, une fourchette haute qui aurait touché environ une quinzaine d'entreprises et une fourchette moyenne. Et la Commission européenne a choisi cette fourchette moyenne. Donc, on sait que ce sera à peu près 10 entreprises qui seront touchées. Donc, ça reste un tout petit nombre d'entreprises qui seront touchées et qui seront identifiées. Cependant, l'impact sur les écosystèmes, ces 10 entreprises qui font vivre des milliers d'entreprises, notamment européennes, sera considérable et j'y viens. Ensuite, pourquoi on a la régulation? Et Thibault l'a dit un mot, parce qu'il y a cette idée du droit de la concurrence qui est trop lent.
Voilà, il y a cette idée d'un droit de la concurrence qui serait trop lent par rapport aux poursuites, par rapport aux enquêtes, par rapport évidemment au droit de recours devant les cours, par rapport à la rapidité du marché. Mais je pourrais prendre le contre-pied et dire c'est la base de notre état de droit. C'est-à-dire que si on commence à critiquer la lenteur du système judiciaire, bah alors on en vient à critiquer la lenteur de la justice, la lenteur de la recherche de la preuve, la lenteur, l'inutilité des droits de la défense, l'inutilité d'aller devant des cours et en plus, et on le voit dans les rapports, ça a été le rapport anglais du Foreman Report, l'inutilité maintenant presque de faire appel. C'est écrit explicitement. Les cours, une fois que les cours donnent des décisions sur le droit de la concurrence appliquées aux plateformes digitales, les cours ne devraient pas avoir un droit d'appel. Ça a été une des suggestions. Et donc là, on en vient à des critiques fondamentales de l'état de droit. Moi, je pense que le droit de la concurrence ne doit pas échapper à l'état de droit, au contraire. Et surtout, cet argument une trop grande lenteur de l'application du droit de la concurrence, mais on peut l'extrapoler à tous les domaines du droit, notamment le droit criminel. On peut dire que les procédures pénales sont bien trop longues. Et quand on voit que justement le droit de la concurrence est aussi vers une pénalisation de ce droit de la concurrence, ça pose la question on veut d'un côté écourter les délais de procédure ou en tout cas éviter toute procédure, et de l'autre, on veut, pourquoi pas, pénaliser le droit de la concurrence ou en tout cas aggraver les sanctions qui demandent d'autant plus des garanties du citoyen, garanties du justiciable. Donc il y a une vraie question. Et enfin, dernier argument économique sur la lenteur du droit à la concurrence qui est, je crois, plus une qualité qu'un défaut, contrairement à ce qu'on entend, mais c'est ce qui permet justement d'avoir un recul sur le marché. Quand, par exemple, vous allez devant la cour 2 ans après, vous voyez par rapport à l'analyse de la commission quand elle a ouvert ses investigations, vous voyez comment le marché a évolué. Thibault faisait référence à la plainte de 2023 devant les cours, mais on verra aussi comment le marché évoluera par rapport au moteur de recherche. Et on voit qu'il évolue extrêmement rapidement. Donc, ça permet aussi que le juge ait un retour 1 an, 2 ans, 3 ans après sur ça permet aussi que le juge puisse, à la lumière des faits économiques et juridiques, prendre sa décision avec toute la lumière et avec le recul nécessaire. Donc, c'est un domaine, le Digital Market Act, le but de la régulation est déjà un petit peu critiquable en soi. Alors, certains disent qu'il faut une régulation de façon exemptée et avec des obligations préalables, en prenant l'exemple de la réglementation des télécommunications. Mais encore une fois, cette extrapolation est pas très judicieuse. Pourquoi? Parce que toutes les télécommunications étaient des monopoles d'État. Le but de ces réglementations a été largement de libéraliser et de mettre de la concurrence dans des secteurs qui n'étaient pas concurrentiels. Là, c'est exactement l'inverse. Ce sont des domaines absolument privés où on veut réguler alors qu'il n'y a pas de monopole d'État. Et mon propos va être de dire qu'on va renforcer ces monopoles ou en tout cas ces positions dominantes par cette régulation. Et justement, j'y viens. Ça, c'est mon deuxième point des gatekeepers, enfin ce qu'on appelle les contrôleurs d'accès en bon français. C'est l'article 3 du Digital Market Act. Donc, si on veut le Digital Market Act, c'est une régulation, selon moi, asymétrique au carré. Une régulation asymétrique, pourquoi? Parce qu'elle ne s'applique pas au secteur offline, au secteur traditionnel, comme au secteur digital. Elle ne s'applique qu'aux secteurs digitaux. Déjà, il va avoir une difficulté à identifier qu'est-ce que le digital. Qu'est-ce que le digital quand vous avez Amazon et que vous avez l'application Carrefour? Où est-ce que les métiers sont vraiment différents? Quand j'achète, je sais pas, une webcam, si je veux l'acheter sur Amazon ou sur l'application Fnac Darty, de quelle manière je suis en face avec, je traite avec une entreprise digitale et de l'autre côté, je ne traite pas avec une entreprise digitale. C'est quand même très compliqué. Donc, distinguer le digital du non digital, c'est très périlleux. C'est exactement ce que les Américains ne font pas dans leur réforme du droit de la concurrence. On voit la sénatrice Claude Bouchard qui réforme le droit de la concurrence
mais sur un pied d'égalité en disant il nous faut une réforme totale du droit de la concurrence, mais sur une approche horizontale et transversale, pour éviter ces effets de seuil de je suis digital, je ne suis pas digital. La Commission européenne n'a pas choisi cette voie-là et c'est largement critiquable. Et dans les rapports des experts que la Commission européenne avait sollicités, je pense notamment au rapport de Massimo Motta, qui avait rendu en tant qu'expert auprès de la Commission européenne, il était fortement non recommandé de créer une régulation qui s'appliquait seulement au secteur digital. Il fallait créer une réglementation qui s'applique à tous les secteurs. Et c'est une régulation asymétrique, donc qui ne s'applique qu'à un secteur. Au carré, pourquoi? Parce qu'elle ne s'applique qu'au secteur digital. Et dans ce secteur, elle ne s'applique qu'à une petite partie d'entreprises, créant ainsi des effets de palier encore plus considérables. Que vous soyez gros ou petit, que vous soyez contrôleur d'accès ou pas, que vous soyez digital ou pas, la régulation sera totalement différente. Mais on le sait en droit du travail ou on le sait dans toutes les régulations, cela crée des effets de seuil. Cela crée des effets de seuil pour éviter, évidemment, c'est ce que tout bon juriste d'entreprise ferait ou tout bon avocat ferait, pour éviter que l'entreprise tombe sous le coup de la réglementation. Donc, il va y avoir des risques de circonvention, ce que le Digital Market Act prévoit déjà, mais je pense qu'elle n'arrivera pas à y échapper, des risques de circonvention considérables. Donc ça, c'est le premier point, une réglementation asymétrique et au carré. Ensuite, on voit qu'il faut désigner le gatekeeper. Il y a un processus de désignation du gatekeeper qui se fait selon deux façons, selon des critères qualitatifs ou des présomptions quantitatives. Ça, c'est l'article 3. Les critères qualitatifs, l'article 3.1 du Digital Market Act, dit grosso modo que vous devez avoir une position solide et durable. On ne sait ni ce que ça veut dire une position solide, ni ce que ça veut dire durable. D'après les travaux préparatoires, on dit pour une position durable, c'est pendant 2-3 ans. Bon, vous parlez à n'importe quel entrepreneur, dire qu'on a une position durable, confortable, qui permet d'avoir une position de monopole parce qu'on jouit d'un certain pouvoir de marché pendant 3 ans, ça serait un petit peu présomptueux. C'est extrêmement court, 3 ans pour voir qu'une entreprise a une position durable. Mais surtout, pour essayer de clarifier un peu ces critères qualitatifs qu'on ne comprend pas, enfin en tout cas qui sont très vagues, il y a des critères quantitatifs. Ça, c'est l'article 3.2 du Digital Market Act. Et on se dit donc, oui, mais c'est beaucoup plus clair, puisque selon les critères quantitatifs, est considérée comme contrôleur d'accès une entreprise qui a un turnover de 6,5 milliards d'euros par an, à peu près, et qui a environ 45 millions d'utilisateurs mensuels. Donc ça paraît extrêmement clair. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, il y a un effort de clarté et de sécurité juridique. Très bien. Sauf que ce ne sont pas des critères, ce sont des présomptions. Ça veut dire que quand bien même vous n'atteignez pas ces présomptions, vous pouvez toujours tomber sous le coup des critères qualitatifs de l'article 3.1. Ce sont des présomptions, ce sont juste des faisceaux d'indices. Ce sont pas des... Si vous faites 6,4 milliards de dollars, ça ne vous empêche pas non plus de tomber dans l'application de cette réglementation. Vous voyez, donc, il y a plein d'insécurités juridiques ou d'imprécisions qui font que c'est une réglementation extrêmement critiquable. Par exemple, je voyais l'actualité ces derniers jours. J'ai vu que Wikipédia, je pense qu'on utilise tous Wikipédia allait devenir payant par un partenariat avec Google, enfin je ne sais pas trop, allait devenir... Mais alors du coup, Wikipédia sera un contrôleur d'accès. Wikipédia a, je pense, largement les 45 millions d'utilisateurs mensuels et puis le turnover nécessaire. Encore une fois, c'est une présomption, ce n'est pas un critère obligatoire. Donc, on peut passer dessus et considérer que d'un point de vue du savoir encyclopédique sur Internet, Wikipédia est en position de contrôleur d'accès. Et là, on vient avec en fait une réglementation extrêmement lourde sur quelque chose qui était jusqu'à présent une œuvre presque caritative, je dirais, qui est Wikipédia. Donc, les critères pour être désignés gatekeeper ne sont pas vraiment des critères, ce sont des présomptions, des faisceaux d'indices. Et ce que je pense, c'est qu'on veut éviter le litige, en fait, avec le Digital Market Act, c'est le sens de... Mais ça va créer énormément de litiges
avant même de savoir si les obligations, et j'y viens, si les obligations s'appliquent à l'entreprise, ça va créer énormément de litiges de savoir est-ce que l'entreprise est ou n'est pas un gatekeeper. Donc, la procédure contentieuse, elle va être considérable avant même d'avoir les obligations qui s'appliqueront. Elle va être considérable sur savoir quel est le champ d'application du Digital Market Act. Évidemment, les entreprises vont batailler dur comme fer pour dire qu'elles ne sont pas gatekeepers et d'autres entreprises, des plaignants, vont batailler pour faire rentrer leurs concurrents dans le champ de la réglementation. Donc, il y aura un litige avant même le litige, c'est-à-dire il y aura un litige sur la désignation sur la base de l'article 3. Et enfin, encore plus inquiétant, puisqu'on pourrait parler de ces 10 entreprises, cette dizaine d'entreprises, et se dire que c'est extrêmement bien pour les entreprises européennes de petite et moyenne taille, c'est totalement faux. Et là, il faut regarder l'article 15, paragraphe 4 du Digital Market Act, où on voit que le fait de ne pas être gatekeeper, c'est-à-dire de ne pas remplir les critères qualitatifs, de ne pas remplir les présomptions quantitatives, ne vous empêche toujours pas, selon l'article 15, paragraphe 4, de rentrer sous le coup de la réglementation du Digital Market Act si vous êtes considéré dans un temps approximatif, foreseeable en anglais, dans un temps assez qui va arriver, comme pouvant contrôler, comme pouvant avoir une position durable qui vous ferait devenir, dans un avenir proche, un contrôleur d'accès. La menace de devenir un contrôleur d'accès fait que les obligations des articles 5 et 6 s'appliqueront à ces entreprises-là. Si ça, ce n'est pas un véritable découragement à l'innovation et en tout cas à l'expansion de nos entreprises européennes, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que, imaginons deux entreprises européennes. Chacune font, je ne sais pas moi, 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup. Parce que ce n'est pas du profit, c'est du chiffre d'affaires. Est-ce qu'elles sont dans le domaine de la vente au détail? Est-ce que ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ont une profitabilité? Imaginons qu'elles veulent grossir. Elles n'arrivent pas à grossir en croissance interne. Elles veulent grossir en croissance externe. C'est tout simplement une fusion. Donc, ces deux entreprises qui veulent concurrencer, allez, imaginons Amazon, deux grosses entreprises qui veulent concurrencer Amazon, elles envisageraient de fusionner. Mais là, du coup, d'un seul, leur chiffre d'affaires tomberait sur le coup des critères quantitatifs et elles seraient clairement sous le coup du Digital Market Act. Donc, ça empêcherait certaines fusions parce qu'elles tomberaient sur le coup du Digital Market Act, mais aussi ça empêcherait de l'expansion, puisqu'il y a toujours cette notion de contrôleur d'accès à venir. Dès lors que vous vous développez, vous pourriez être considéré comme un futur contrôleur d'accès. Qu'est-ce qu'un futur contrôleur d'accès? On ne sait pas, et ça doit vraiment être précisé par la Commission européenne. Donc, il y a vraiment une vraie critique qui a été faite. Elle a été exprimée auprès de la commissaire Vestager, notamment au moment de sa nomination, quand on parlait d'un relatif conflit d'intérêts entre, d'un côté, son rôle de commissaire à la concurrence qui veut une concurrence peut-être atomisée, et de l'autre, son rôle pour le marché digital, où elle veut des champions européens. Oui, mais je pense qu'on est en train d'empêcher l'émergence de futurs champions européens. Enfin, troisième et dernier point, les obligations articles 5 et 6. Alors là, bon, c'est vraiment un panorama d'obligations plutôt extrêmement précises, en fait, et qui sont extrêmement précises et qui vont s'appliquer aux contrôleurs d'accès de façon extrêmement forte, je pense. L'article 6, c'est une sorte de grey list. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des obligations qui s'appliquent, mais qui doivent encore être précisées. Donc ça reste à voir de quelle façon elles devront être précisées. Clairement, il n'y a pas de white list, enfin de comportement qui aurait blanc-seing, contrairement à ce qu'on avait pu entendre au début. Donc, il y a juste une blacklist et une grey list, si vous voulez. Et ces obligations, en fait, elles sont extrêmement multiples. Elles sont extrêmement multiples et des comportements du consommateur qui sont aujourd'hui tout à fait banaux pourraient
être absolument impossible demain. Par exemple, quand un consommateur clique avec une authentification par Google ou Apple pour son site préféré, ça, ce sera impossible. Donc des comportements qui sont aujourd'hui tout à fait possibles pourront être impossibles. Ensuite, moi, ce que je retiens de ces obligations, c'est 2 principales obligations. C'est comme Thibault l'a dit, c'est renforcer le choix du consommateur. On fait la présomption que toujours plus de choix du consommateur est toujours mieux et que les paramètres par défaut, les préinstallations sont évidemment des comportements anticompétitifs et anticoncurrentiels. C'est pas du tout ce qu'on voit dans la réalité. Prenons un exemple. J'imagine, on travaille tous, pas par un téléphone, mais par un ordinateur. On a tous un ordinateur. Le fabricant, dominant reste encore, Windows, enfin en tout cas l'opérateur, pour les ordinateurs reste Windows. Dès que vous tapez dans la barre de recherche, de Windows, vous avez comme moteur de recherche préinstallé Bing. Pourquoi nous n'utilisons pas plus Bing? Alors que nous avons tous, si vous n'avez pas un MacBook ou un autre ordinateur, pourquoi on n'utilise pas plus Bing? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que considérer que le choix par défaut contraint le consommateur et que la préinstallation est pour le consommateur un enfer, un carcan qui empêche le consommateur d'aller vers un autre choix, mais on pourrait donner un très grand nombre d'exemples contraires et je pense que la Commission européenne, par manque de granularité, par manque de précision, par manque de finesse, fait abstraction de tous ces effets-là. Et surtout, ça donne en fait ces obligations principalement, il y a un risque de passagers clandestins, ce qu'on appelle les friend access, c'est-à-dire des licences obligatoires, un principe de non-discrimination qui s'appliquerait. En fait, n'importe quel développeur, n'importe quelle entreprise pourrait avoir un droit de non-discrimination et il y a un vrai risque de passagers clandestins. J'y reviendrai rapidement. Enfin, ces obligations, juste Eh bien, une merci dernière de de conclure. consommer encore 2 minutes seulement, sinon nous n'aurons pas l'échange. 2 minutes, vraiment. Merci. Sur ce DMA, finalement, ça va renforcer les plateformes dominantes par non seulement un effet de seuil, mais par un effet d'entrenchment, enfin, par un effet de renforcement des plateformes, comme on a vu avec le RGPD, en fait. Ça génère des coûts que les grandes plateformes pourront couvrir, parce qu'elles en ont la capacité, mais ça génère des coûts que les petites plateformes ne pourront pas couvrir, ou en tout cas feront tout pour éviter de supporter. Donc, ça ne remplit pas l'objectif louable qui est de compléter et réaliser le marché unique, parce qu'on voit il y a la fragmentation du marché unique qui va être de plus en plus forte, et ça ne remplit pas l'objectif moins louable qui est de taper sur les GAFA, puisque de toute façon, elles vont bénéficier d'une sorte de monopole naturel protégé par la régulation, protégé par ces principes de non-discrimination. Voilà. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Je crois on a compris le sens très clair de la démonstration que tu viens d'apporter. Alors, nous avons déjà de nombreuses questions et je vais tout de suite en relever 2 qui s'adressent, vous allez le voir, l'une plutôt à Thibault et l'autre plutôt à Aurélien. Alors, une question qui permet justement de sortir un peu du débat un petit peu trop technique, c'est que après tout, aux États-Unis, vient d'être nommé Lina Khan. Ça montre bien qu'il y a quand même une inflexion qui semble être donnée aussi du côté américain pour contrôler un peu mieux tout cet univers. Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu facile, sans doute, de pointer comme ça la Commission, alors que d'autres, et à Washington, y réfléchissent aussi? Ça, ce sera évidemment pour Aurélien. Quant à une question pour Thibault, c'est pour revenir sur la distinction fondamentale qu'il a essayé de construire entre les agrégateurs et les plateformes. Est-ce qu'il y a une chance que cette distinction puisse être opérée au niveau du juge et au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de sa technicité très grande? Alors peut-être Thibault qui s'est exprimé en premier sur ces questions, et puis ensuite Aurélien sur la deuxième. Avec plaisir. Une fois encore, je vais faire mon juriste avec une réponse en 2 temps ou en disant que ça dépend.
Est-ce qu'il y a une chance? Je suis très loin d'avoir la prétention de penser que la cour de justice lise mon article et se dise: «Mais oui, eureka, ça y est, nous allons changer toute la jurisprudence». Donc en ce sens, non. En revanche, sur l'aspect technique, finalement, la distinction me semble assez peu technique. Je suis presque convaincu de pouvoir l'expliquer à tous les membres de ma famille dont aucun n'est juriste. Donc je ne suis pas trop inquiet quant à son caractère technique. Pour d'autres questions, effectivement, on tombe très rapidement dans des considérations techniques que les autorités et les cours de justice tendent à fuir pour des raisons que je comprends très bien, mais qui fait que ça crée un véritable appel d'air où en fait on dit aux entreprises: si vous voulez faire quelque chose d'illégal et enfreindre le droit de la concurrence, faites-le dans le design de vos plateformes, agrégateurs et logiciels. Pour l'instant, les autorités vont pas trop y regarder, mais cette distinction, en l'occurrence, relève plus finalement de littérature de management que d'une littérature de computer science qui serait très technique. Donc, si elle le voulait, j'ai aucune difficulté à penser que les juges puissent s'en saisir rapidement. Est-ce qu'ils le feront? C'est très loin d'être, euh, d'être assuré, pour le moins. Merci beaucoup. Je t'en prie, Aurélien, sur la question d'une intervention possible des Américains et des nominations qui sont annoncées, une inflexion que l'on sent malgré tout. Complètement. L'inflexion, elle est radicale. Elle est radicale parce que aussi, ce sont des messages politiques et il faut savoir qu'une partie de la gauche a fait forte pression sur le président Biden pour ce qui est cette inflexion. Donc, clairement, il y a une inflexion qui vient de ce qu'on appelle les néo-brandésiennes, enfin, cet héritage en fait du juge Brandeis au début du siècle. Ceci dit, cette inflexion n'est pas pour autant, quelque chose qui doit être, vu comme, positif. Pourquoi? Parce que c'est une inflexion qui, principalement, ignore l'économie. C'est dans tous les rapports, le rapport même qui a été remis à la Chambre des représentants aux États-Unis, il y a quasiment aucune référence sur la littérature économique. C'est une vision très juridique, du droit de la concurrence. Donc, c'est une vision très juridique où on s'inspire du juge Brandeis pour appliquer du droit à la concurrence, mais ce n'est pas du tout une vision économique. Donc, c'est une remise en cause. En fait, oui, c'est une totale remise en cause de toute la littérature économique du droit de la concurrence. Oui, totalement. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question. Pourquoi ça arrive aux États-Unis? Déjà, ça arrive aux États-Unis, il faut savoir que c'est sur le droit de la concurrence en général et pas sur les entreprises digitales. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la proposition de loi. Elle régule la concurrence et ces personnes-là sont autant soucieuses du droit de la concurrence qui s'applique pour les hôpitaux ou pour les entreprises pharmaceutiques que pour les entreprises digitales. Donc, au moins, il y a quelque chose de positif pour moi, c'est que ça évite cet effet de seuil dont j'ai parlé, la distinction entre entreprises digitales et non digitales. Donc déjà, il y a une approche peut-être un petit peu plus raisonnable qui évite cette distinction. Mais deuxièmement, c'est une approche, comme je dirais, qui est sur des fonds politiques où on souhaite en fait avoir une vision de l'économie qui est plus locale, qui est plus localisée et qui est contre ces entreprises de la Silicon Valley. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une critique féroce de ce centre américain contre les élites côtières, contre les élites des côtes, que ce soit New York ou de la Silicon Valley. Donc, qui est un mouvement. Et là, je fais référence au Sherman Act de 1890, où le sénateur de l'Ohio, John Sherman, avait exactement cette même volonté politique de taper contre les entreprises qui étaient technologiquement plus avancées. Donc, il y a une volonté aussi politique de réorganiser l'économie avec une économie beaucoup plus locale et beaucoup moins digitale, parce que, évidemment, les entreprises locales qui sont moins digitalisées souffrent de cette concurrence, mais c'est une concurrence qui est extrêmement agressive. Enfin, il faut le savoir que oui, l'économie digitale crée des dommages considérables sur les acteurs locaux, sur les centres-villes, sur les petites communautés, sur les petits bourgs et centres-bourgs de tous les États aux États-Unis. Donc, cette volonté de réguler les entreprises digitales
même si elles sont américaines, elle a eu un fort effet. C'était ce courant néo-brandésien qui a évolué, mais encore une fois, c'est un courant très juridique qui fait l'impasse sur des décennies d'évolution de la doctrine économique en droit de la concurrence. Alors, c'est très intéressant, mais tout ce débat me semble, et il y a des questions là, que je ne peux pas toutes les passer, mais qui vont aussi dans ce sens. C'est-à-dire que quelqu'un pose le problème du tracking, hein, et Apple qui a fait une déclaration récemment sur le sujet. Et il y a un point qui n'a pas été abordé dans le débat qu'on a eu ni avec Thibault ni avec Aurélien, me semble-t-il, c'est que finalement, ce dont il est question aussi, c'est de la surpuissance de ces acteurs par leur technologie, pas, pas tellement seulement vis-à-vis de leurs concurrents et l'élimination de certaines autres formes d'entreprises, etc., mais également à l'égard de la vie privée des personnes, à l'égard des enjeux de ce type. Et là, je ne comprends pas pourquoi on nous sort systématiquement que tout le droit de la concurrence devrait être justifié par des théories économiques. C'est-à-dire que, bien sûr que je connais bien le mouvement qui a conduit à cette économisation très souhaitable et bienvenue du droit de la concurrence, mais pour le coup, le paradoxe, c'est qu'on oublie quand même de parler du fait qu'en Allemagne, on a ciblé Facebook sur les atteintes aux droits des personnes, que c'est un vrai sujet, c'est un sujet important, et je pense que dans la réaction aujourd'hui qu'il y a contre ces entreprises, c'est quelque chose qui est présent tant au niveau de la Commission européenne qu'au niveau des États. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas, Thibault et Aurélien, quelque chose qui justifierait une vigilance. Et est-ce que c'est le droit de la concurrence qui doit aborder ce sujet-là? C'est peut-être la question, mais pourquoi pas le droit de la concurrence au service d'une finalité d'intérêt général? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose l'un et l'autre là-dessus? Je veux bien dire quelque chose là-dessus. Euh, Précisément à la question pourquoi pas, il me semble que la réponse, en tout cas la réponse que j'ai envie d'apporter, c'est parce que le droit de la concurrence ne le peut pas et ne le doit pas, sauf à ce qu'on le transforme fondamentalement. Je prends deux exemples. La question effectivement du tracking, etc., a maintenant est souvent évoquée sous le terme de dark patterns dans la littérature américaine. Il y a d'ailleurs une étude excellente, si vous vous intéressez au sujet, qui a été publiée par l'université de Princeton, qui s'appelle Dark Patterns at Scale, sur lesquels ils ont fait une étude empirique sur 11 000 sites de revente en ligne, et effectivement ont vu que ils étaient designés de telle façon à traquer le consommateur, le faire acheter de telle façon. Et la décision contre Facebook du Bundeskartellamt fait aussi référence à ces questions de vie privée, dans lesquelles le Bundeskartellamt nous dit, eh bien, Facebook, vous avez combiné les données venant de Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est un abus de votre position dominante puisque le consommateur n'était pas au courant. Or, il me semble, et finalement c'est un peu une perversion, sans être trop technique, mais de l'arrêt Continental Can, qui est un vieil arrêt de la jurisprudence du droit à la concurrence, mais si on remonte au fondement même du droit de la concurrence, pour qu'il y ait un abus de la position dominante, il faut certes un abus et une pratique, mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'il faut un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'abus ne soit rendu possible que parce qu'il y avait une position dominante. Or, le fait de designer un site internet de telle façon, ou le fait de prendre les données sans le dire, est ouvert certes à Google, Facebook, etc., mais aussi ouvert à moi si demain je décide de créer un site internet, je peux mettre en œuvre la même pratique. Donc il me semble que on ne peut les sanctionner sur le fondement du droit à la concurrence que si on montre que la pratique n'est possible qu'à cause de la position dominante ou qu'on pouvait la mettre en œuvre de façon secrète que parce qu'il y avait une position dominante. Ce qui est impossible à prouver. Une fois encore, on voit que sur les 11 000 sites internet, ils font tous du dark pattern. Donc, on n'a pas un abus de la position dominante, mais un abus et une position dominante. Or, ça ne rentre pas dans le cadre théorique de l'article 102 et donc, a priori, échappe au droit de la concurrence. Et il me semble qu'il est bien que ça continue d'y échapper. Aurélien, un mot? Totalement, je suis tout à fait d'accord. Les questions de droit de la vie privée ne peuvent pas être des questions de droit de la concurrence. En une phrase, pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les entreprises qui ne sont pas en position dominante peuvent violer la vie privée. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une considération pour la vie privée que lorsqu'il s'agit, comme Thibault vient de le dire, d'entreprises en position dominante. Si on considère le droit à la vie privée, on considère que ces obligations ressemblent, parce que ce sont des obligations qui ressemblent à des libertés fondamentales, d'accord? C'est inscrit dans, en tout cas, la charte de l'Union européenne.
Mais alors, elle s'applique à toutes les entreprises, de la plus petite qui n'a aucun salarié jusqu'à la plus grande qui en a des milliers. Donc, si on considère ces règles-là comme étant des règles, impératives au sens kantien, elles doivent s'appliquer à toutes les entreprises, petites ou grandes. Mais Et alors là, surtout, pardon, Aurélien, mais est-ce qu'on ne va pas opposer à ce raisonnement que c'est précisément ce que le Digital Martel Act permet de faire compte tenu de la démonstration que tu as apportée tout à l'heure? non, alors, c'est ce que le RGPD permet de faire. Alors, justement, c'était mon deuxième point. On a un outil formidable, enfin, genre, on a très peu d'années de recul sur ça, c'est le RGPD. On vient de le passer il n'y a même pas 2 ans et on est déjà en train de dire qu'il faut d'autres régulations. Mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu plus de calme, laisser le RGPD vivre avec ses qualités et ses défauts et voir ce qu'on peut faire? Mais imaginons le droit de la vie privée rendu dans le droit de la concurrence. Ça voudrait dire qu'on sanctionne ce que le RGPD autorise sur les cookies, par exemple. Le fait d'avoir des cookies, alors que le RGPD force le consommateur à avoir son consentement, donc vous cliquez pour accepter les cookies, ça voudrait dire que le droit de la concurrence, quand bien même le consommateur a consenti à ces cookies, sanctionnerait quand même l'entreprise. Donc là, on est dans une perversion totale du RGPD. Donc, si on met des obligations au niveau du RGPD et que les entreprises se conforment aux obligations du RGPD, mais une fois qu'elles sont conformes, on arrive quand même à les sanctionner sous un autre droit, bon, bah, autant dire qu'elles n'ont pas le droit du tout et on l'interdit. Et puis là, on crée une, une, une restriction considérable et seulement un petit groupe d'entreprises, ces entreprises dominantes et les entreprises non dominantes pourront toujours faire ces pratiques qui sont considérées comme illégales. Donc, on vient dans une incompréhension en fait entre la sphère du droit de la vie privée, la régulation de la vie privée. On a en France la CNIL et la sphère du droit de la concurrence. Et là, on a l'autorité de la concurrence. Et enfin, troisième point, on parle des cookies, comme si c'était des virus invisibles, même si on est habitué en ce moment aux virus invisibles. Mais c'est quoi les cookies? C'est juste, moi, des fois, j'accepte les cookies parce que vous ne pouvez pas lire l'actualité sur un journal, vous ne pouvez pas lire l'article, vous voulez accepter le cookies parce que vous voulez lire l'article. Et, et ça rentre des formulaires de façon pré-remplie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des entreprises aussi vivent par ces cookies, et notamment l'entreprise française Criteo. Vous prenez des entreprises qui qui utilisent ces cookies pour pouvoir fournir de l'information un petit peu plus pertinente aux consommateurs. Et on voit que Google a restreint les cookies. C'est qui est frappé? C'est évidemment pas Google, parce qu'ils ont une autre façon par Google Chrome, d'avoir une publicité personnalisée sans avoir recours aux cookies tiers. Ils viennent de l'annoncer cette semaine. Mais la première tapée, c'est l'entreprise française Criteo. Et on pourrait citer des dizaines d'exemples comme ça, des entreprises qui ne vivent que par l'utilisation de cookies. Et on parle de très petites PME ou de plus grandes, moyennes entreprises. Mais que Google ou Apple limitent les cookies, ça renforce exactement ce que j'ai dit, cette position dominante, parce que en limitant ces cookies, ils vont pouvoir gérer la pub digitale sans le recours à des cookies dans leur propre écosystème, en tout cas pour Google, sur Chrome, sans avoir recours à des cookies tiers. Donc ça limite les entreprises plus petites et ça renforce le pouvoir des positions des entreprises dominantes. Alors, est-ce qu'il serait possible de revenir un tout petit peu en arrière? Parce que dans le débat, il y a un moment où la discussion a porté sur le fait de savoir si réduire le choix du consommateur était anticoncurrentiel ou non. Et bien entendu, dans un contexte, et il faut quand même le préciser, dans un contexte où précisément on a des intermédiaires puissants qui peuvent peut-être réduire ce choix de façon biaisée. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a été plutôt habitué à avoir une priorité sur le prix le plus bas dans les analyses, je dirais, néoclassiques, hein, de concurrence dominante. Et là, on voit que l'idée d'intervenir pour garantir une certaine liberté de choix et donc une certaine diversité semble revenir à l'ordre du jour à l'occasion de ce débat sur les plateformes et sur cette économie. Est-ce que vous pensez que ça peut quand même être un objectif louable malgré certaines théories économiques sur l'efficience qui ont dominé jusqu'ici, par exemple? Oui, si je prends un exemple, admettons que google.com
décide demain, lorsque je tape louer un appartement à Paris, de ne plus faire apparaître Airbnb dans les résultats de recherche. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'effectivement, le bien-être du consommateur est réduit, puisqu'il y a quand même de grandes chances que le consommateur veuille atterrir sur Airbnb. Et puis, on pourrait imaginer des sites un tout petit peu moins connus, mais effectivement une obligation pour Google de faire apparaître les sites qui sont les meilleurs, qui listent le plus d'appartements au prix les moins chers. Donc, sur cet exemple, pour moi, on voit bien qu'effectivement, moins de choix peut heurter le consommateur. En revanche, si je prends l'extrême inverse, si Google répertoriait sans aucun traitement des sites avec des arnaques, avec de faux appartements et que les gens envoyaient leur argent et que l'appartement n'existe pas, il y a plus de choix pour le consommateur. Je ne suis pas pour autant persuadé que son bien-être soit augmenté. Donc, une fois encore, pour moi, et je comprends bien que c'est une question difficile puisqu'il faut entrer dans la question de la qualité du choix, et c'est pour ça qu'on peut imaginer des présomptions d'un côté ou de l'autre et essayer de moduler ça pour qu'on ait le moins d'erreurs de type 1 ou 2, mais on ne va pas avoir le choix. Et le raisonnement qui consiste à dire moins de choix, c'est forcément mauvais, et plus de choix, c'est forcément bon, en réalité, il ne tient pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans sa décision Google Shopping, la Commission européenne cite deux études, dans 2 fois une étude d'économie comportementale, dans laquelle elle dit « Mais regardez, les gens ne vont jamais sur la 3e page des résultats de recherche Google Shopping », ce qui est vrai. Mais en revanche, là où la Commission européenne n'utilise pas l'économie comportementale, c'est justement tous les travaux qui ont rapport à ce qui a été appelé le paradoxe du choix, qui montrent de façon empirique que lorsqu'un consommateur est donné le choix entre 40 options, en réalité, il prend la première. Et on a des tests dans les supermarchés où le consommateur prend le produit devant lui. Et donc, si on veut finalement que le consommateur considère véritablement les options qui sont devant lui, il faut le réduire à un certain nombre. Une fois encore, la question sera quel nombre. Si on n'a qu'une option, effectivement, il n'y a pas de choix et je comprends que ça puisse être problématique. Mais si on a 4 options, effectivement, en tant que consommateur, on va prendre le temps de les regarder, ce qu'on ne fera pas si on en a 45. Donc cette question est complexe, mais une fois encore, à mon sens, on n'a pas le choix, mais que de rentrer dans cette complexité, parce que sinon, on applique un droit à la concurrence qui se caricature lui-même dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, puisque ça veut dire aussi des faux négatifs, où on va dire à l'entreprise plus de choix, circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'il y avait peut-être une pratique anticoncurrentielle derrière. Alors, une question qui est peut-être pour Aurélien, encore que je n'en sois pas sûr, mais que ce soit vraiment pour lui, mais un participant nous dit, vous avez évoqué le problème du temps de réaction du juge face aux géants d'Internet. Sa question c'est, peut-on imaginer que l'arrivée de la 5G en Europe va encore mettre au défi le droit européen dans cette guerre juridique, ou est-ce que cette arrivée a été anticipée ? Alors, là, c'est plus du droit de la concurrence, du tout, c'est plutôt vraiment du droit de la régulation, puisque là, on parle pour le coup de télécom. Donc, en fait, il faut toujours savoir un petit peu de quoi on parle. C'est vrai que le droit de la concurrence, on a envie de tout mettre dedans. La 5G, l'autorisation, ça passe un petit peu comme, les brevets ou les vaccins, ça passe par des autorités. Vous devez être, autorisé et c'est pas du tout le même mécanisme du droit de la concurrence. Encore une fois, ça montre un petit peu cette question montre un petit peu la confusion qu'il y a. Le droit de la concurrence, c'est quoi en fait? C'est un droit par défaut dans la façon dont les entreprises s'organisent et se concurrencent entre elles. Dès lors qu'il y a une régulation, c'est plus du droit de la concurrence, c'est du droit sectoriel. Vous voyez, sur les télécoms ou sur un sujet que tu aimes bien, les ports, enfin, il y a une régulation sectorielle qui s'applique. Là, sur la 5G, c'est évidemment une régulation sectorielle qui s'appliquera. Il faudra avoir l'agrément de l'autorité européenne pour avoir la 5G. Et je sais déjà qu'au Royaume-Uni, ça pose des problèmes avec Huawei, avec certaines entreprises, mais c'est une procédure d'agrément, c'est une procédure d'accord. On n'est pas du tout sur une application du droit de la concurrence par défaut. Et c'est exactement ce que le Digital Market Act fait rentrer la concurrence digitale. On fait rentrer l'économie digitale dans une économie d'agrément, de l'innovation qui doit être sous agrément, sous accord, ou en tout cas rentrer dans les clous d'une régulation qui n'existait pas, parce que par définition, l'innovation est très dure à réguler, ou en tout cas la régulation, par définition, souvent étouffe l'innovation. Donc, ouais. Merci. Est-ce que je peux prendre une autre question? Il y a un auditeur qui demande, mais comment formuler des amendes
sur quel fondement économique et comptable à l'encontre des plateformes agrégateurs qui violeraient le droit de la concurrence. Et cet auditeur nous dit, la logique du chiffre d'affaires retenue jusqu'alors, notamment par la Commission, ne semble pas correspondre à la réalité du marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste un mot, c'est complètement ça, parce que le Digital Market Act base sur le turnover, sur le chiffre d'affaires. Vous pouvez faire énormément de chiffre d'affaires et très peu de profit. Et inversement, vous faites très, très peu de chiffre d'affaires si vous êtes dans les brevets ou dans l'intelligence et énormément de profit. Donc, enfin, cette question elle est tout à fait pertinente et la personne qui la pose a tout à fait compris. Le problème même du critère quantitatif qui est posé est questionnable et critiquable. Un mot de Thibault là-dessus? Oui, ben, en fait, pour moi, il y a vraiment deux niveaux de l'analyse. Le premier, c'est dans le DMA, qu'est-ce qu'un gatekeeper, alors qu'est-ce qu'une entreprise en position dominante? Effectivement, on utilise le chiffre d'affaires. Pour le DMA, je suis un peu gêné quant au fait que le critère soit très statique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de temps. On aurait pu penser qu'il faille que le chiffre d'affaires augmente ou que le nombre d'utilisateurs augmente. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc, on a un exemple avec Facebook qui voit le nombre d'utilisateurs décliner complètement, mais ils seront quand même au-dessus des seuils. Donc, là, ça me dérange un peu. En revanche, il me semblait que la question peut porter aussi sur l'aspect de la sanction. Et est-ce qu'effectivement, on doit fonder la sanction sur le calcul du chiffre d'affaires? Et je ne suis pas persuadé de bien comprendre la question. Effectivement, on sait que les sanctions représentent peu du chiffre d'affaires généré par ces entreprises. Pour autant, il faudrait quand même voir si ça n'impacte pas leur capacité à investir dans la recherche et développement, mais c'est une question. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que de plus en plus, les autorités imposent, en plus des sanctions basées sur le chiffre d'affaires, des sanctions comportementales, voire structurelles. Et là, on a quelque chose de très intéressant. On a la décision Microsoft où la commission a imposé à Microsoft de vendre son système d'exploitation sans Windows Media Player et un autre package avec le Windows Media Player. Ça a été un échec pour la commission puisque 99% des ventes ont été sur le package avec le Windows Media Player. Et il me semble, mais c'est une lecture très personnelle, que pour éviter ce camouflet, la commission, dans sa décision Google Shopping, a dit à Google, eh bien, trouvez vous-même la sanction que vous allez vous imposer, c'est-à-dire l'engagement. Et on voit que ça a pris finalement 4 ans pour tomber d'accord sur un engagement. Donc, c'est très difficile pour les autorités, effectivement, de savoir quelles sanctions imposer. Et à ce titre, plus on parlera d'économie numérique, plus il sera nécessaire, à mon sens, que des computer scientists et data scientists travaillent au sein des autorités de concurrence, puisque le juriste sera dépassé à un moment, même avec la meilleure volonté du monde. Donc, c'est un peu ma réponse en 2 temps, mais je pense que ça mériterait plus de précision. Oui, je crois d'ailleurs que la question de l'adéquation du critère du chiffre d'affaires comme base du calcul de l'amende est un sujet qui dépasse la question des entreprises, du secteur dont nous parlons ce soir, Ouais. qui peut se poser à l'égard de secteurs industriels très différents dans lesquels le rapport entre le chiffre d'affaires et les profits véritables de l'entreprise se pose. Alors, dans les questions qui nous sont posées, quelqu'un nous dit, peut-on s'attendre plus généralement à un changement de theory of harm, et il précise, c'est-à-dire un abandon du consumer harm? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, en un mot, je pense que c'est tout à fait pertinent de poser la question. Tu as fait référence, Philippe, sur la question du prix. Je pense que oui, effectivement, toutes ces questions sont largement exagérées. L'analyse classique par le prix, avec une théorie du dommage seulement par le prix, est totalement inopérante, ou en tout cas de plus en plus inopérante dans l'économie numérique, qui est une économie du gratuit, ou en tout cas qui n'est pas du gratuit, mais qui est une économie biface où un côté est gratuit et l'autre subventionne l'autre côté. Donc, oui, il nous faut repenser nos théories, il nous faut repenser la façon dont on réfléchit. Et je pense que euh, la maximisation du bien, alors, ce que je pense, la maximisation du bien-être du consommateur va devenir de moins en moins pertinent. Pourquoi? Parce on va rentrer de moins en moins dans des schémas de maximisation et de modèles économiques, économétriques d'optimisation. Par contre, la minimisation du dommage au consommateur restera toujours pertinente. Donc, ce que je crois, c'est qu'on ne va plus maximiser le consumer welfare, on va minimiser le consumer harm. Et ça, je pense que ça restera toujours un critère pertinent. Cependant, on est en train
et c'est très bien, mais avec évidemment plusieurs acceptions, on est en train d'intégrer de façon plus formelle le critère de l'innovation comme pratique qui pourrait poser la question de d'une conduite anticoncurrentielle parce qu'elle serait anti-innovation. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on met dans ce dommage à l'innovation qui est en train d'émerger? Parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure sur le choix du consommateur, il y a un dommage à l'innovation parce qu'il y a une réduction du choix. Je pense qu'il faut le préciser, mais voilà comment je vois l'évolution du droit à la concurrence. Je pense qu'il y aura de plus en plus une minimisation du dommage au consommateur qui substituera la maximisation du bien-être du consommateur et une prise en considération plus forte et claire du dommage à l'innovation. Je voudrais revenir, merci Aurélien, je voudrais revenir en arrière, Thibaut, pour reparler un petit peu de Google Shopping Service, Google Search. Est-ce qu'il serait possible de préciser ce que la Commission a réellement voulu sanctionner? Peut-être me suis-je trompé, moi j'ai retenu qu'il s'agissait d'un reproche adressé à Google d'avoir, en manipulant en quelque sorte les résultats les plus objectifs possibles de son propre système, avoir favorisé son produit au détriment de ceux avancés par ses concurrents sur les comparateurs de prix. Si ceci est juste, première question, est-il franchement anormal, indépendamment d'une manipulation, de vouloir mettre en premier son propre service sur une plateforme, je ne sais pas si je dois l'appeler plateforme ou agrégateur, je m'excuse. Est-ce que c'est un problème de principe? Et ensuite, si effectivement c'est, comment dirais-je, s'il y a une manipulation dans la façon de présenter le rang dans la présentation, et donc les pages sur lesquelles s'affichent les services des concurrents, n'est-on pas là clairement, effectivement, dans ce qu'on appelle de façon extrêmement générale un abus, puisqu'on sait tous les trois, enfin on sait très bien que l'abus n'est pas très clairement défini en tant que tel en droit, et dans n'importe quel droit d'ailleurs. Merci. Alors, question en 2 temps, réponse en 2 temps. En principe, non. Il me semble que la pratique n'est pas problématique. Et en fait, là, je vais un peu boucler la boucle puisqu'on approche de la fin de notre workshop. Mais effectivement, le DMA finalement interdit cette pratique qui était celle de Google Shopping en disant ce qui a été appelé le self-preferencing, c'est-à-dire j'ai une plateforme ou un agrégateur et je mets en avant un produit que je bâtis sur cette plateforme, cet agrégateur, est interdit, ce qui était l'affaire Google Shopping. Et en ce sens, finalement, le DMA est pour moi très conservateur, puisque admettons Apple qui décide demain de créer un système un moteur de recherche, ça voudrait dire que Apple n'a pas le droit de mettre en avant sur son Apple Store sa nouvelle application de moteur de recherche. Donc, ça veut dire que la position dominante de Google est maintenue, puisque finalement, il n'a plus à craindre Apple, puisque si Apple sort un service, il ne pourra même pas céder de son infrastructure déjà existante. Mais donc, du coup, on voit bien que ici, en tout cas à mon sens, que le fait de s'auto-préférer peut servir à déstabiliser d'autres positions dominantes qui existent par ailleurs, et ça me semble être résulté du jeu normal de la concurrence, et c'est pour ça qu'en ce sens, le DMA et son article 5, qui met noir sur blanc des pratiques qui, à mon sens, la plupart du temps, réduisent le bien-être du consommateur, effectivement, mais pas toujours, est problématique. En revanche, si j'en arrive, et c'est le deuxième temps de la question et de ma réponse à l'espèce et à Google Shopping, une fois encore, ici, c'est là où le contrefactuel aurait été, à mon sens, nécessaire. Admettons, pour le bien de mon argument, que Google Shopping soit effectivement bien meilleur que tous les autres services de comparaison en ligne. Admettons que ce soit le cas. Est-ce que, de fait, mettre en avant Google Shopping réduirait le bien-être du consommateur? La réponse est non, puisque le consommateur, du coup, serait proposé en premier choix un service de comparaison qui est bien meilleur. Et donc, c'est pour ça que, à mon sens, il faut rentrer dans la qualité du choix qui est proposé par Google Shopping et par les autres pour essayer de voir si, effectivement, Google Shopping est moins bon que ses concurrents. Alors là, j'entends que ce soit problématique que Google le mette en avant. En revanche, si ce n'est pas le cas,
une fois encore, le bien-être du consommateur serait augmenté par la réduction du choix qui aurait été mise en œuvre par Google. Donc dans cette affaire, malheureusement, on ne peut pas le dire, puisque la Commission européenne ne nous a pas donné le contrefactuel, s'est contentée de dire réduction du choix est égal mauvais pour le consommateur, et donc malheureusement, on ne peut pas juger de la qualité de Google Shopping par rapport à celle des concurrents à l'époque des pratiques. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'a peut-être pas eu le temps de... Peut-être un mot sur le self-preferencing qui vient d'être Aurélien. juste dit. Pour donner un exemple très concret à nos auditeurs, si, voilà, comme Thibault l'a dit, si on veut interdire le self-preferencing, il ne faut surtout plus avoir des produits Carrefour en tête de gondole dans nos supermarchés Carrefour, parce qu'au cas où, si Amazon met en avant ses produits. C'est-à-dire que le self-preferencing, en fait, c'est quoi? C'est aussi l'essence même de l'entreprise de proposer ses propres produits pour, maximiser un petit peu son intérêt. Mais c'est ce que tous nos supermarchés font, c'est ce que toutes nos applications aussi font. Je pense que les applications, comme je viens de dire, Carrefour ou même Fnac, peuvent faire du self-preferencing. Donc, il y a encore une fois cet effet de 2 poids 2 mesures qui est négatif. Et deuxièmement, self-preferencing, ça force à quoi en fait? Ça force à une intégration verticale encore plus poussée. Prenons l'exemple, encore une fois, d'Amazon. Amazon s'est développé pendant les années 90 comme un bookshop en développant des produits assez simples au début. Mais ils ont eu ce problème de favoriser peut-être leurs propres produits au détriment des tierces parties, dès lors qu'ils ont ouvert leur plateforme aux tierces parties. Ce que je veux dire par là, c'est que le self-preferencing, en fait, ça vous force à développer vos propres produits et ne jamais accepter les tierces parties, parce que vous seriez sous le coup, évidemment, d'un auto-préférencement vis-à-vis des tierces parties. Et en fait, ça va générer en fait, des problèmes de développement moins rapide, moins fort de nos plateformes. Amazon s'est largement développé depuis 2004-2005 avec le AWS, où largement les tierces parties ont pu vendre sur Amazon. Donc, ce qui a fait la croissance d'Amazon, ce n'est pas les produits Amazon sur Amazon, c'est la capacité d'Amazon à accueillir les tierces parties. Et en interdisant le self-preferencing, en fait, on génère un risque considérable sur l'accueil d'acteurs tierces dans des plateformes. Simplement, sur ce point, il y a un article très, très intéressant qui est paru cette semaine, je crois, dans le Financial Times, qui relatait des discussions a priori internes à la Commission européenne, où ils sont confrontés à cette difficulté en disant, eh bien, si effectivement Amazon élimine tous les vendeurs sur son agrégateur, qu'est-ce qui reste d'Amazon? Pas grand-chose. Donc finalement, est-ce que les pratiques qu'on lui reproche ont véritablement été mises en œuvre, puisque ce serait Amazon qui court à sa propre perte, ce qui semble assez peu probable pour une entreprise si omnisciente qu'Amazon. Donc on verra là où l'enquête conduira, mais effectivement, c'est des discussions qui, a priori, semblent agiter la Commission européenne ces jours-ci. Eh bien, cher Thibault, cher Aurélien, je voudrais vous adresser mes félicitations parce que je crois que vous avez vraiment essayé de nous aider, d'élucider des questions qui ne sont pas simples, ou du moins vous avez réussi à les rendre, en tout cas, beaucoup plus claires. Bien sûr, toutes les réponses n'ont pas pu être apportées. Vous avez vous-même dit que, pour certains, enfin en tout cas Aurélien dit, il faut laisser du temps de maturation. Bon, nous verrons ce que va devenir ce Digital Market Act, d'ailleurs, parce qu'il subira évidemment des évolutions. Donc, laissons aussi le temps aux législateurs européens d'intervenir. Et Thibault voulait dire quelque chose? Oui, si je peux me permettre juste un petit mot de conclusion, parce que j'ai trop peu l'occasion de le dire et de faire des conférences en langue française. Si je peux me permettre de vous exhorter à être français, tous, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et ce que j'entends par ça, c'est de protéger notre héritage qui paraît très logique pour un juriste français, mais finalement assez peu à l'étranger. C'est ce que je réalise dans mes différentes conférences, de protéger le procès et la procédure judiciaire comme un processus de découverte. Ce qui est quelque chose qui paraît naturel pour nous, Français, mais qui, croyez-moi, ne l'est pas partout en Europe. Et finalement, quand on parle du DMA ou d'un procès et d'essayer de connaître la vérité, il me semble qu'on en revient en fait à ce fondement-là. Donc, à mon sens, les Français ont un rôle à jouer, notamment dans ces discussions. Donc, restons français et soyons fiers de l'être pour une fois, pas de France bashing, pour utiliser un mot franglais. Et une fois encore, merci beaucoup pour
pour cette invitation. Je voulais simplement finir sur cette note positive. Eh bien, je vous retourne le remerciement. Je vous souhaite à Merci. tous les deux de grands développements dans les axes de recherche qui sont les vôtres. Et je vous remercie de la générosité avec laquelle vous avez mis vos connaissances éprouvées par les recherches et publications qui sont les vôtres à notre service. Et je donne rendez-vous à une prochaine saison pour nos jeudis de la concurrence. Et j'espère qu'on se reverra. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.